ça fait 4 fois que je recommence cette introduction. Je n'en peux plus. Je crois que je sais plus faire de vidéos. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de vous faire une petite update, un petit update lecture de ce que j'ai lu ces derniers temps parce que bah voilà, on arrive à mi-été et j'ai lu quelques petits trucs un peu sympas, un peu différents, voilà, que j'avais envie de vous montrer. Je vous laisse tranquille avec l'update lecture. Alors, puisque je n'arrivais à rien lire et que rien ne me plaisait, j'ai ressorti un livre que j'avais déjà entamé, mais bon, il me restait plus que la fin, donc je me suis dit que j'allais reprendre depuis le début, surtout depuis qu'il était sorti en français. Donc j'ai ressorti Love Theoretically et je me suis refait une petite session depuis le début. Parce que ça fait du bien et c'était vraiment excellent. Déjà dit, mais j'ai adoré ce livre-là. En plus de ça, je trouve que les traductions des livres d'Ali Hazelwood et surtout des personnages principaux féminins sont vraiment très très chouettes. Je trouve qu'on arrive à avoir des personnages féminins vraiment très caractériels, très caractérisés malgré la traduction, et ça c'est vraiment chouette parce que parfois la traduction amène à un lissage de la plume qui fait que certains textes peuvent avoir l'air plats, où on a l'impression qu'on rate quelques références, deux trois trucs, et là pas du tout. Franchement, un beau travail de traduction. On est toujours dans le milieu universitaire scientifique, comme c'est le cas pour les premiers romans, enfin du moins les romans les plus connus de Ali Hazelwood, Love Hypothesis et Love on a Brain. Là pour le coup, on est au MIT où va postuler Elsie qui est professeure vacataire. Et alors je sais pas s'il y a des profs parmi vous, mais vraiment, le côté prof vacataire, c'est des fois super parce que ça vous permet de rencontrer plusieurs classes, de bouger, etc. Mais ça peut aussi être une situation très stressante. De toute façon, c'est une situation assez précaire malheureusement. Elsie n'a pas beaucoup d'argent. Elle partage son appart avec sa coloc et BFF. Et un hérisson que j'ai kiffé d'ailleurs, j'ai adoré Elisabeth, on le voit 3 pages, hein, mais bon c'est un petit hérisson trop mignon. Et donc elle partage cet appartement et en fait pour payer les factures, toutes les deux sont inscrites sur une application de fake dating où des hommes peuvent les payer pour se faire passer pour leur copine ou amis ou peu importe. On peut mettre des restrictions, par exemple Elsie a la restriction pas de sexe, donc voilà, ils ne peuvent pas la payer comme si c'était une travailleuse du sexe quoi. Elsie date un gars et en fait elle va rencontrer le frère de ce gars donc qui est Jack, notre love interest, et le problème c'est que elle va revoir Jack dans son vrai boulot au MIT et donc s'ensuit vraiment des explications qu'elle lui doit parce que elle date son frère, donc c'est un problème. Il faut qu'elle explique à Jack pourquoi il pensait qu'elle était bibliothécaire alors qu'en fait c'est une grande scientifique. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça donne des situations assez cocasses. Alors c'est pas du fake dating à proprement parler parce que c'est juste mentionné grâce à l'application. On est plutôt sur une espèce de rivaux, enemies to lover, mais alors encore une fois vous savez que le enemies to lover, moi j'aime pas trop l'employer à toutes les sauces, mais globalement Elsie en veut beaucoup à Jack pour une chose qu'il a faite. À son mentor à elle, elle a du mal à lui pardonner et du coup voilà il y a ce côté un peu rivaux, ennemis. En plus de ça, lui soutient un autre candidat pour le même poste auquel postule Elsie, donc conflit d'intérêts. Bref, c'était super, franchement j'ai adoré, j'ai boulotté le livre, c'était beaucoup trop bien. Vous le savez, Ali Hazelwood, c'est la valeur sûre en matière de rom-com, c'est absolument génial. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de scènes de sexe dans ce livre-là. Alors peut-être que mes souvenirs datent un petit peu, les deux premiers, donc Hypothesis et Love on a Brain, mais je trouvais que là il y en avait un petit peu plus. C'est sur la fin et disons que c'est une finalité logique de leur histoire de couple, mais voilà, si jamais, sachez qu'il y en a. Vous le savez, moi, plus c'est cliché, plus c'est cucu, plus j'adore en fait. J'ai clairement envie de sourire comme une adolescente devant mes lectures, j'ai presque de niaiserie, j'ai envie de dire, mais disons que la niaiserie, quand je signe pour, ça ne me dérange pas, et il y a une phrase en 4ème de couverture que j'avais absolument envie de vous lire, parce que j'ai l'impression de sourire comme une enfant devant. C'est dit: rien ne se mettra entre elle et ce poste, pas même ses biceps à défier les lois de la gravité. C'est tellement cliché, j'adore. Pour rester dans les romances avec Mathilde, donc ma copine de LC de romance, j'ai pris sur ma Kindle Shit, oh, je crois que je le prononce d'une manière absolument horrible, mais ce livre-là que j'ai adoré. Ça c'était vraiment la super bonne surprise du moment. Je m'attendais pas du tout à aimer autant et quand Mathilde m'a dit mais meuf il faut que tu fonces, ce livre est dingue, il est drôle, green flag, la romance te met des petits papillons dans le ventre et tu te retrouves à sourire, à faire des hi quand tu lis, etc. Je me suis dit bon go. Je l'ai lu en une journée top chrono et alors, mais c'était une dinguerie. On est sur deux meilleurs potes
qui traînent ensemble depuis toujours. Et alors, en fait, ils s'aiment depuis toujours, sauf que ils se sont perdus de vue. Ils ont eu aussi des histoires que je vais pas vous spoil parce que je pense que c'est plus sympa de les découvrir dans le livre, qui font qu'à des moments donnés, ils se sont séparés, peut-être même disputés, etc. Et en fait, aucun n'a pu avouer à l'autre qu'il l'aime en fait. Et du coup, moi je me suis dit, ce pitch-là, je suis pas fan. Genre, le Friends to Lover me vend pas du rêve. Bon, voilà, pas terrible. Et en fait, c'est génial. C'est super bien amené, vraiment. En plus, ça change, je trouve, de ces espèces de rivaux, ennemis sous l'over qu'on a de plus en plus, je trouve. Le côté amical est très sympa. C'est vraiment hyper green flag, c'est-à-dire que lui n'est pas un espèce de gros forceur qui va essayer de faire basculer sa pote du côté love, etc. Pas du tout. On est vraiment dans le côté elle est complètement aveugle. Si les problèmes de communication et le côté meuf aveugle qui ne voit absolument rien vous pose problème, ne lisez pas ce livre. Par contre, si comme moi vous adorez voir des héroïnes qui sont comme ça, un peu comme moi dans la vraie vie, genre qui ne voient absolument pas les avances et qui comprennent pas, vous allez adorer en fait, parce que ça fait des situations beaucoup trop drôles. Moi je suis pas très expressive quand je lis, je suis très concentrée sur mon truc, enfin à mon avis je dois tirer une tronche d'enfer quand je lis. Et je me suis surprise vraiment à rire et à sourire, vraiment à attraper mon téléphone et à envoyer des vocaux en mode mais là je suis en train de me taper une barre depuis 5 minutes, c'est trop drôle. Il y a vraiment des situations très cocasses. Et c'est pas que drôle, il y a aussi des choses qui sont abordées, notamment la question du stress, des crises d'anxiété, de la pression sociale, de la pression de la réussite, etc. Seulement, c'est extrêmement léger, c'est super bien fait, c'est la lecture vraiment pour vous mettre le sourire cet été. On retrouve ce côté un peu groupe de copains que je trouve beaucoup mieux fait que dans Campus Driver, par exemple, si vous voulez comparer. Donc il y a ce côté groupe de copains qui vont tout faire pour l'aider, pour aider donc ce gars-là à courtiser sa pote en fait. Donc, en fait, à un moment donné, Nathan va se rendre compte qu'il l'aime et qu'il veut être avec cette fille-là et qu'elle va lui filer entre les doigts, donc c'est le moment de lui annoncer, et sauf qu'il ne sait absolument pas comment faire. Les copains et lui, donc ils font du football américain si je me souviens bien, donc en gros c'est les membres d'une même équipe quoi, c'est une romance un peu sportive. Ils vont créer une espèce d'anti-sèche de l'amour avec des petits trucs à faire pour essayer de la séduire. Et en fait, vous savez, c'est tout ce que les book boyfriends font, et on voit plein de réels sur Insta, TikTok où les gens sont là genre oh il lui a fait ça, c'était trop mignon et tout. Voilà, en gros, ça joue sur ce cliché-là. Donc par exemple, dans l'anti-sèche, il y a mettre une mèche de cheveux derrière son oreille pendant un moment un peu intime, genre quand t'es dans la voiture ou quoi. Enfin, vraiment, c'était super drôle. À un moment donné, elle risque de tomber sur cette anti-sèche, donc il y a une scène qui était à mourir de rire où il fallait absolument cacher l'anti-sèche. Enfin voilà, vraiment, ce livre-là, je le recommande super chaudement. J'ai pas grand-chose à dire dessus parce que c'est ni de la grande littérature, c'est ni l'histoire la plus originale du siècle, etc. Mais c'est ce livre qui vraiment va assez vite à lire, qui est très cosy, qui vous fait passer vraiment un bon moment, et je trouve qu'il est parfait pour cet été, pour les beaux jours. Une lecture simple, efficace et qui donne le sourire. C'est ce dont j'avais envie en ce moment, donc c'est parfait, il remplissait toutes les cases. Ensuite, j'ai terminé ce qui ressemble un petit peu à une romance historique, et en même temps c'est pas vraiment de la romance. Donc c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Je le mets comme ça parce que je n'ai plus le livre, je l'ai prêté à une amie, donc pour l'instant je ne l'ai pas en ma possession. Alors la romance, c'est pas le thème principal de ce livre-là, mais c'est ce que moi j'ai préféré, et c'est un petit peu ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc je vais vous parler déjà du résumé. On est dans l'Angleterre des années 1898, une Angleterre dans laquelle, je ne vous apprends rien je pense, les droits des femmes sont un petit peu déplorables, c'est-à-dire que les femmes doivent avoir une certaine place extrêmement cadrée dans la société. Vous savez, c'est l'époque des bonnes mœurs, de la bienséance, etc. Et donc notre personnage principal, Agathe, souffre beaucoup de cette situation-là, parce que Agathe est passionnée d'astronomie, et elle ne peut absolument pas en parler, mettre à profit sa passion, ses connaissances. Elle est extrêmement douée en plus de ça, donc vraiment elle est cantonnée à son rôle de femme, ce qui est assez terrible. Elle est complètement bâillonnée par ses parents qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'elle se comporte correctement en société.
et qu'elle suive les traces de sa sœur, donc qu'elle se marie avec un bon parti, qu'elle ait des enfants et qu'elle se tienne à sa place. Parce que Agathe est assez franche, elle a un caractère assez fort, mine de rien. Par exemple, une des premières scènes du livre, on comprend tout de suite qui elle est parce qu'elle envoie complètement bouler un de ses prétendants. Donc on sent bien qu'Agathe est un petit peu en marge de cette société patriarcale et plutôt sexiste. Le livre continue avec la découverte des nouveaux voisins, donc de la famille d'Agathe, Lord Nathaniel Bloomstone, qui est un lord assez riche, il a vraiment une magnifique demeure et donc il accueille Agathe et ses parents chez lui pour faire connaissance, donc ils prennent un thé et discutent. Et elle va se rendre compte que Lord Stone est très intéressée par ses connaissances, par qui elle est, par le fait qu'elle soit un petit peu en marge de cette société qu'il a l'air lui-même de subir. On ne connaît pas du tout l'histoire de Stone, c'est quelque chose qu'on va apprendre vraiment vers la fin du roman. Quelques détails, il me semble qu'un autre livre, donc La Première Étoile de Bloomstone Manor, si je ne me trompe pas, va vraiment raconter son histoire à lui. Mais sous les étoiles de Bloomstone, donc on va suivre l'évolution de Agathe avec ce Lord Stone et à quel point cette rencontre va changer sa vie et lui permettre d'accomplir de grandes choses, notamment participer à un concours d'astronomie. Ce livre, c'est hyper cosy, c'est vraiment la lecture doudou si jamais vous êtes en bad mood, si vous ne savez pas quoi lire pour vous remonter le moral, si vous avez envie de croire à nouveau en l'amour, les paillettes et les papillons, c'est le moment de dégainer ce livre-là. C'était tellement beau que moi j'y croyais pas. C'est-à-dire que c'est Camille qui m'a offert ce livre pour mon anniversaire et j'étais à un moment donné en vocal avec elle en discutant et j'étais en train de lire le livre et je lui dis mais je n'y crois pas en fait. À quel moment la trahison va arriver? À quel moment quelqu'un va mourir? Il va se passer quelque chose? C'est pas possible. Tout est beaucoup trop doux. Les gens sont gentils. C'est bizarre. En fait non, c'est le principe du livre. Le livre est fait vraiment pour passer un bon moment, pour vous enfermer dans une bulle de douceur et ça fonctionne. Bien sûr, il y a des rebondissements, bien sûr, il y a des plot twists, il y a des méchants, des antagonistes, mais c'est vraiment un bon livre pour passer un bon moment. Ça remet évidemment en cause et en question les codes sociaux de cette époque, concernant la place de la femme, concernant même la place des gens infortunés, pas fortunés, des enfants, des bâtards, etc. Vraiment, il y a beaucoup de questions sociales qui sont abordées dans ce roman. Mais comme je vous l'ai dit, une des parties du roman qui m'a vraiment réchauffé le cœur, c'est la romance. Il y a une romance qui se dessine, c'est pas le thème principal du livre, mais elle est là, elle existe et je l'ai trouvée absolument sublime. C'est-à-dire que on n'est pas dans une romance contemporaine comme je vous ai présenté juste avant, on est dans une romance historique où vraiment le protagoniste masculin va courtiser la jeune femme et j'ai trouvé ça vraiment beau à lire. Vous savez, c'est comme quand on fantasme sur les beaux poèmes de l'époque, etc. Et ben c'est un peu ça. Il y a des personnages qui échangent des mots, des courriers, des lettres, des choses comme ça, et pouvoir lire ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Si vous avez aimé les échanges entre Iris et Rohan dans Divine Rivals par exemple, et ben ça vous fait à peu près le même effet petit papillon mignon. Sauf que là ce sont de magnifiques déclarations. Si vous êtes fan de belles déclarations, de belles phrases, de belles manières de dire à la personne que vous aimez qu'elle est belle, qu'elle vous fait du bien, qu'elle brille alors que vous non. Voilà, ce genre de choses, ce livre est fait pour vous. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Moi, il m'a donné espoir en l'amour et vraiment, je l'ai trouvé absolument génial. Je n'ai qu'une hâte en fait là, c'est de me jeter sur l'autre livre, donc sur l'espèce de petit préquel quoi, parce que je me dis que c'était tellement beau, c'est super bien écrit, vraiment c'était génial. En fait, je trouve que ce livre-là, il fait rêver parce qu'il y a tous les enjeux sociétaux, certes, mais il y a ces petites coupures, grâce à cette romance, où vraiment vous sentez les papillons dans votre ventre et vous dites mais moi je rêve de ça, je rêve de ce genre de déclaration, de mots, enfin c'est vraiment... Le mot qui me vient pour décrire cette lecture, c'est magique, c'était vraiment magique. Dans un genre totalement différent, un livre que j'ai fini début du mois de juillet, je crois, ça va être le premier livre que j'ai lu en juillet, c'est Vaisseau d'Arcane, le tome 2, donc j'ai fini ma duologie, très contente. Et je sais pas si je vous l'avais dit quand je vous parlais de Vaisseau d'Arcane, le tome 1, mais Adrien Thomas a ce don d'écrire des personnages qui ont 20 ans d'avance sur nous. C'est-à-dire que c'est des plot twists qui s'enchaînent
au fur et à mesure, et en fait on a l'impression que les personnages ont toujours tout calculé. En même temps, les personnages sont tous plus ou moins de grands génies de la stratégie, et c'est pour ça que le livre est incroyable, c'est que comme tout le monde fait des stratégies, complote, se trahit, complote dans le dos de l'autre et tout ça, en fait, ça fait que les interactions politiques sont incroyables. À la fin du 1, on est laissé sur une défaite qu'il va falloir rattraper dans le tome 2, et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il n'y a jamais aucun gagnant. J'ai l'impression en fait qu'il n'y a jamais aucun gagnant. J'ai l'impression que le but de ces livres-là est de poser des questions, c'est-à-dire de nous amener, nous, en tant que lecteurs et lectrices, à poser des questions sur la loyauté, l'engagement politique, et des questions sociales très importantes pour une patrie, pour une nation. Ce livre, il a quand même une portée assez actuelle et il permet de mettre en lumière des choses sur notre actualité qui sont très intéressantes. Si vous voulez des lectures qui sont actives, c'est-à-dire vraiment où votre cerveau se met en action et émet des théories et réfléchit, fait des comparaisons avec l'actualité, eh bien ce livre-là va vous plaire. Je peux difficilement vous parler de ce tome 2 sans spoil complètement le 1. Donc pour ça, je vais vous mettre une vidéo dans le petit dans laquelle j'ai déjà parlé longuement du tome 1 de Vaisseau d'Arcane. Je vais juste vous donner mon ressenti sur le tome 2 et vous dire si la duologie vaut le coup ou pas. Je vais commencer par la deuxième réponse parce que c'est la plus simple. Oui, la duologie vaut complètement le coup. C'est assez incroyable à lire, on est vraiment pris dedans. Émotionnellement, c'est très impactant parce que vous vous sentez trahi en permanence, que ce soit par les personnages ou par l'auteur. Tout le monde vous ment, ne faites confiance à personne dans ce livre, personne n'est gentil, personne n'est tout noir ou tout blanc. Donc voilà, ne faites confiance à personne. C'est mon conseil si vous voulez attaquer cette duologie. Sinon, j'ai trouvé que l'évolution du personnage de Soph est absolument incroyable. J'avais expliqué, donc Soph est une infirmière qui voit son frère être frappé par la magie, donc elle va tout faire pour le sauver, et en fait elle est très souvent guidée, je trouve, dans le tome 1 par ses émotions et par sa naïveté. Alors attention, naïf pas dans le sens vraiment extrêmement péjoratif du terme, mais dans le sens où elle est livrée à un monde qu'elle ne connaît pas, vraiment qui est à des années-lumière de sa routine, donc elle doit tout apprendre, ce qui fait que forcément elle fait des erreurs, elle peut se tromper, elle est un peu perdue, donc le personnage semble en tout cas un peu naïf. Là-dedans, elle a une évolution qui est assez incroyable, qui est très très intéressante, elle prend du poil de la bête, c'est assez impressionnant à voir, elle est super stylée. Si vous voulez une héroïne un peu badass, mais pas qui crache du feu et qui agite des épées, vous pouvez lire Vaisseau d'Arcane parce que Soph, excusez-moi ça me gratte, est trop cool. Soph est vraiment trop chouette. Il y a tout le côté magique aussi qui va avoir un peu plus d'importance. Étonnamment, c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai trouvé que ce côté-là était très secondaire et que c'était pas le plus intéressant du monde. Je préférais voir justement, parce qu'on est en période de guerre dans le livre, je préférais voir comment les complots et les stratégies se construisaient. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Voilà, votre petit cœur ne sera pas épargné, sachez-le, c'est assez terrible. Voilà, c'est vraiment une fin en apothéose. So much drama. Voilà, c'est comme ça que je vais résumer la fin de Vaisseau d'Arcane 2. So much drama. Je vous invite très fortement à découvrir cette saga. En plus, Adrien Thomas est trop cool, donc achetez ses livres, c'est rentable. Le livre que j'ai lu, c'est vraiment mon petit chouchou de cette sélection. Je l'ai fini hier pour vous dire. C'est So This Ever After. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et alors, juste l'objet livre, je voudrais dire un mot dessus. Donc c'est un grand format broché, je trouve la couverture absolument dingue. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce genre de couverture parce qu'elles n'aiment pas avoir des personnages comme ça représentés. Moi j'adore, au moment c'est ce que j'aime voir, donc j'étais très contente. En plus ça m'a permis vraiment de mettre une image sur les deux personnages principaux de l'histoire. Donc vraiment j'adore cette couverture, le livre est super souple. Dedans c'est écrit assez gros. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeunesse, hein, donc forcément c'est écrit plutôt gros. Il n'est pas spécialement décoré, il n'y a pas de carte, mais il est à 17 €. Et vraiment, moi des livres comme ça, j'en veux plus. Parce que le papier, il est bien épais, il est super qualitatif. Le livre, il est agréable à la prise en main. Vous pouvez vraiment le tordre un petit peu sans casser le dos. Moi, je l'ai lu couché dans mon lit et vraiment, c'était très agréable. Il fait pas mal au poignet. Enfin, j'ai adoré le livre, voilà, déjà. Ensuite, le résumé nous vend une romantasy gay, friends to lover, irrésistible, cash et déjantée. Oui, effectivement.
Le côté romantasy, moi, me faisait très très peur. Mais le résumé, en tout cas, n'est pas du tout mensonger. C'est vraiment une fantaisie humoristique. Peut-être pas cosy, mais en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de lire quelque chose de cosy tellement c'était doudou. Mais voilà, c'est une fantaisie humoristique avec pour quête principale celle de vivre une romance. Voilà, je grossis énormément le trait pour ne pas vous spoiler. Donc là-dedans, vous allez retrouver énormément de clichés avec lesquels joue l'auteur. Trop bien. Donc en fait, vraiment, le livre commence en mode... j'ai 17 ans, je viens de fêter mon anniversaire et il y a un vieux barbu qui vient me voir et qui me dit que je suis l'élu d'une prophétie, l'élu avec un E majuscule bien sûr, d'une prophétie, je dois aller décapiter l'infâme. Donc bon bah let's go quoi, je suis allée chercher mon épée dans mon rocher, donc là on pense forcément à Arthur, le roi Arthur. Et j'y suis allée, et voilà, et là l'histoire commence. Alors déjà j'aime beaucoup ce ton extrêmement désinvolte qui est employé, j'ai trouvé ça génial de piétiner comme ça des grands classiques de la littérature de la fantasy et de les tourner en mode humour. C'est génial en fait, et du coup ils vont vraiment accomplir donc cette quête. C'est vraiment le tout début du livre, la quête, hein, c'est pas un roman initiatique ou quoi, la quête, c'est genre 2 chapitres, pour vous dire, ne vous attendez pas à un récit épique où on voyage, etc., c'est 2 chapitres. J'ai dit au début du résumé, hein, il a enfin accompli la prophétie, donc en fait le livre va se passer après que la prophétie soit accomplie, donc voilà, ça ne pouvait pas durer très longtemps. Mais voilà, bref, ils y vont. Ça se passe n'importe comment parce que la compagnie est une bande de bras cassés et en fait c'est une parodie de ces compagnies à la Donjons et Dragons qu'on peut voir. Donc il y a notre personnage principal, Arek, qui est globalement le leader du groupe et qui s'apparenterait un peu au ranger. Son meilleur pote, le mage, bon, c'est le seul qui tient un peu le parquet, hein, parce qu'il a déjà des pouvoirs de base et le bâton là que lui a refilé le vieux magicien chelou a l'air d'amplifier ses pouvoirs, mais à la base il a déjà des pouvoirs, c'est pas mal. Vous avez une barbare, une barde, une voleuse insupportable, vous avez un espèce de guerrier qui est là, ou un paladin pour essayer de maintenir tout le monde en place, mais de toute façon c'est le bordel parce que c'est tous des bras cassés. C'est beaucoup trop drôle en fait, c'est vraiment trop chouette si vous voulez passer une lecture à sourire. Et voilà, une lecture où vous vous moquez un peu de ces codes de la fantasy, c'est génial parce que si vous n'aimez pas trop la fantasy, la quête fondée sur le côté un peu romance et tout, vous allez kiffer parce que globalement c'est ça, c'est la quête de l'âme sœur de laquelle on se moque, hein, clairement. Quête de l'âme sœur à la Guenièvre, le roi Arthur et tout, magnifique, sublime, il y a des beaux trucs. Là-dedans, c'est vraiment, le mec il a 17 ans, il fait absolument n'importe quoi, de toute façon ils font tous n'importe quoi. Donc si vous êtes fan de fantasy, et ben en fait, vous allez vraiment piétiner tout ce que vous aimez, tous les codes auxquels vous êtes attachés sont transformés en clichés desquels on se moque et on rigole, et j'ai trouvé ça génial en fait, voilà. Donc plus qu'un dragon nul ou un dragon végétarien, et franchement ça aurait été le pompon. Mais voilà, c'est vraiment très très fun, vraiment rien que de parler de cette lecture ça me donne le sourire, j'ai envie de la recommander à plein de gens, et en même temps je me dis que le style est si particulier que ça plairait pas à tout le monde. Je pense qu'il faut peut-être commencer à le feuilleter un petit peu. Si vous le voyez en librairie et que vous hésitez, je vous invite très chaudement à lire ne serait-ce que le premier paragraphe qui est ici, parce qu'en fait ce premier paragraphe va tout de suite vous donner le ton du livre et vous allez voir si cet humour peut vous intéresser ou pas. Moi je suis une très bonne cliente de ce genre de truc. Pour vous dire, je vais me jeter sur la suite. Je crois que c'est une trilogie, je suis pas sûre. Pareil, je corrigerai à l'écran parce que je fais tout de tête. Mais je crois qu'il y a plusieurs tomes. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Et ça me fait trop du bien parce que là, je vous ai présenté plusieurs livres, mais en fait, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines même, au moins 2-3 semaines, que j'ai du mal à lire. Genre, je lis une trentaine de pages par jour, par semaine. Et là, ce livre-là, mais je l'ai dégommé. C'était trop bien, vraiment. Si vous voulez quelque chose qui change et de très original, je vous invite très chaudement à lui laisser sa chance parce que je trouve que non seulement il en vaut le prix, 17 € pour un brochet qualitatif comme ça, c'est cool, et en plus vous signez pour de l'originalité, donc voilà, plutôt chouette. Franchement, c'est mon doudou du moment, je suis trop contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert, et surtout je remercie très fort Gallimard Jeunesse de me l'avoir envoyé parce que, vu comme ça, en fait, moi je signais pas pour. Et en fait, c'était une dinguerie. Trop chouette. Et j'ai commencé aussi Happy Place de Emily Henry, que je lis en lecture commune avec plein de gens en fait. J'ai rejoint le Discord aujourd'hui, la lecture commune aujourd'hui, donc je suis désolée, je dois encore mettre des noms sur les personnes, mais c'est sur le Discord Partner in Books
que vous avez peut-être déjà vu, que vous connaissez sûrement. Donc c'est le Discord géré, je crois, par Natcha, Emeline, Lucie. Donc voilà, je les rejoins aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de personnes avec qui partager des LC. Donc il y a des LC qui sont organisés, donc comme celle-ci, celle de Happy Place, et des LC sauvages qui ont l'air de se faire comme ça entre les personnes qui sont dessus. L'ambiance a l'air trop chaleureuse, trop cosy. Moi j'ai été super bien accueillie aujourd'hui, donc voilà, j'ai hâte de faire connaissance avec des personnes et de voir quel genre de LC on va pouvoir se bidouiller. Et en tout cas, on lit Happy Place. Alors la LC a commencé dimanche, aujourd'hui on est lundi. Moi je rattrape, donc doucement mon retard. Je l'ai commencé en audio, ça a l'air sympa. À voir, j'ai peur que ça souffre de la comparaison avec Ali Hazelwood, mais bon, c'est mon premier Millenary, donc je vous en dirai des nouvelles aussi. Avant de clôturer cette vidéo, je vais vous faire une petite parenthèse écran, parce qu'on l'avait fait la dernière fois et que je trouvais ça sympa de donner une petite update. Je suis toujours devant House of the Dragons, il nous reste plus que 2 épisodes, j'ai envie de pleurer. La série est beaucoup trop chouette. Alors, je sais pas trop si j'ai préféré la saison 2 à la saison 1, parce que la saison 2 a quelques petites longueurs qui commencent à se faire sentir depuis quelques épisodes. Mais au moment où je filme cette vidéo, je viens de voir le dernier sorti là en date, que je trouve absolument génial. J'adore cette série, elle est absolument incroyable. Si vous aimez les dragons, il faut y aller vraiment parce que on en voit tout plein, du complot politique en voiture, voilà. Moi, je suis toujours autant Team Black, même si ça me désespère de voir que les deux familles comme ça se déchirent. Globalement, il y en a qui sont bien des deux côtés. J'aime beaucoup le personnage de Alicent. Je sais qu'elle est un peu détestée. Alicent Hightower, qui du coup se marie au père de Rhaenyra, et avec qui elle va avoir des enfants, etc. Et du coup, elle est du côté des Verts, contre Rhaenyra, qui est du côté des Noirs. J'aime bien Alicent, elle est détestable, elle fait des choses absolument exécrables, mais en fait je trouve que c'est une excellente mère et on l'oublie un petit peu, que ça a été une fille manipulée et que c'est une bonne mère qui essaye de faire de son mieux. Et je trouve que cette saison 2 lui donne vraiment beaucoup plus de consistance, son personnage prend vraiment forme et je le trouve vraiment bien, il est beaucoup plus complexe que dans la saison 1. Bref, Alicent, j'aime beaucoup. J'adore toujours autant le personnage de Rhaenyra, voilà, je sais que c'est fort peu original, mais j'aime beaucoup Rhaenyra, je la trouve très très chouette, très calme, très posée. En même temps, c'est ce qui fait ses défauts aussi, parce qu'elle fait beaucoup d'erreurs, je trouve. Et j'aime bien Rhaenys, parce qu'il fallait un personnage secondaire, forcément. Moi, j'adore Rhaenys Targaryen, je trouve que c'est une femme absolument géniale. Son couple avec il y a un million de voitures qui passent, je vais jamais réussir à faire cette vidéo. Je trouve que son couple avec Corlys, trop cool, vraiment la famille Targaryen-Velaryon, là je la kiffe, elle est vraiment chouette. Pourtant dans la saison 1, je la trouvais un petit peu lourdingue à suivre, mais là les deux je les trouve géniaux parce que en fait ça fait vraiment le couple le plus âgé qui regarde tout le monde faire n'importe quoi, et en fait ils ont ce petit truc de se faire des regards en coin tous les deux quand ils sont autour de tables de conseils et tout, ils se regardent et sont genre... Oh putain, on est mal barré. Bref, je les adore, ils sont trop chouettes. Vraiment, cette série, incroyable. Si vous avez aimé Game of Thrones, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est chouette. En plus, on a quelques petits easter eggs, donc c'est trop chouette. Ce qui est du cinéma, tout le monde en parle, on le voit partout. C'est le film français de cet été, voire même de cette année. Bien sûr, je parle de Monte Cristo, du conte de Monte Cristo, joué par Pierre Ninet. Il y a un magnifique casting. Je suis très nulle pour remettre le nom des acteurs. Bon, forcément Pierre Ninet, parce que voilà, c'est Pierre Ninet et qu'on commence à le connaître par cœur, ce mec-là. Mais un casting absolument incroyable que j'ai trouvé vraiment super. Je trouve que le film est vraiment chouette. J'avais 2 envies en sortant du cinéma. C'est soit rentrer chez vous pour boulotter le livre alors qu'il doit faire 2000 pages, soit retourner voir une séance. Alors que le film est assez long sur le papier, il fait 2 heures et quelques, presque 3 il me semble, vous ne les sentez absolument pas passer. Mieux encore, vous n'avez qu'une envie, c'est de dire tournez. Moi je suis sortie de ces presque 3 heures de séance, on m'aurait dit sur le coup, allez on y retourne, genre on refait un tour de manège, je me remets dans la file d'attente, et j'y retourne. Vraiment, il était très très chouette. J'ai trouvé que Pierre Ninet était un bon Monte Cristo. Je trouve qu'il s'est vraiment impliqué. Il a décrit dans plusieurs interviews comment il s'est investi pour se mettre dans la peau du comte de Monte Cristo. Et je trouve que ça se sent dans le film. On sent vraiment que Pierre Ninet a travaillé, qu'il a vraiment voulu tout donner. Donc c'est vraiment chouette, ça donne un très beau résultat. Je trouvais que les décors étaient absolument magnifiques et que les maquillages aussi, j'ai trouvé que les maquillages étaient dingues. J'aime beaucoup le monde de la cosmétique, le make-up, etc. Et du coup, voir vraiment les transformations sur les personnages, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. On me fait saboter par les voitures et par mon chat. Vous allez sûrement trouver des gens qui vont vous dire que le film est mal adapté du livre, que le livre est meilleur, etc.
On est lecteur et lectrice, on sait que le livre est mieux. Moi, je l'ai pas trouvé mal adapté ou quoi. J'ai vraiment essayé d'aborder l'œuvre comme on me la présentait, c'est-à-dire la version film de Monte Cristo, joué par Pierre Ninet, réalisé par tel réalisateur, etc. Du coup, c'était excellent. J'ai particulièrement aimé le jeu d'acteur de l'acteur qui joue le prince espagnol. Je vous mets une photo parce que je n'ai plus les noms. Mais voilà, j'ai particulièrement aimé ce personnage, cet acteur, je l'ai trouvé très très bon. Je suis pas une critique incroyable de film, mais j'ai trouvé vraiment que cet acteur-là était très chouette, que son duo avec Pierre Ninet fonctionnait très bien. Je vous invite chaudement à le découvrir parce que c'est quand même le film français de cette année, j'ai l'impression que c'est le film, si je ne me trompe pas, qui a pris le plus de budget ces derniers temps, donc ça vaut peut-être le coup de découvrir ce que la France est capable de réaliser avec ce budget-là. Moi j'avoue que le cinéma français, j'avais un peu perdu espoir, et je trouve qu'en ce moment, on sort des dingueries, que ce soit avec Les Mousquetaires, avec Monte Cristo, ou même en matière de... Si, c'est une comédie, je crois, mais le film d'Artus aussi, un petit truc en plus, qui n'est pas de l'action. Bah, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien, et je trouve qu'en ce moment, en France, on fait des jolies choses, donc c'est plutôt chouette. Je suis plutôt contente de retourner au cinéma, ça fait plaisir. Pour en finir avec les écrans, j'ai découvert une nouvelle addiction qui est terrible. Je joue depuis très peu à Disney Dreamlight Valley. J'ai découvert ce jeu, vous savez que j'adore jouer aux jeux vidéo. J'avais jamais franchi le pas et là il était en solde avec les soldes d'été sur Steam et je me suis dit bon bah c'est parti. Me voilà prête à farmer pendant des heures pour avoir 2 crevettes et un lingot de fer. J'adore ce jeu, je le trouve génial. Je suis pas une immense fan de l'univers de Disney mais j'avoue que j'aime beaucoup m'y baigner de temps en temps. Enfin voilà, je le trouve assez joli. Ce jeu n'est que du fanservice. Donc c'est merveilleux, j'adore, c'est beaucoup trop chouette. Vous pouvez installer les maisons de vos personnages, vous avez des quêtes à faire, voilà, c'est vraiment chouette. De toute façon, je pense que tout le monde connaît un peu Disney Dreamlight Valley. Si jamais, en plus, l'occasion de découvrir le jeu tous ensemble, j'ai lancé mon premier live sur Twitch sur Disney Dreamlight Valley et c'était beaucoup trop chouette. On a joué tous ensemble, on m'a aidé un peu à décorer ma maison. C'était très moche, c'était super, donc voilà pourquoi je lis fort peu, Disney est entré dans ma vie. Et voilà, cette fois c'est tout pour l'actualité, pour cette petite update, lecture slash écran, jeu de ce milieu d'été. J'espère que les titres ont pu vous intéresser, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et il y aura probablement une deuxième session à la fin de cet été qui arrive pas assez vite à mon goût, parce que je suis de la team automne. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était difficile à filmer, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé, je savais plus du tout comment on fait, j'ai cherché mes mots, enfin voilà, c'est vraiment une vidéo au feeling avec mon cœur. J'espère qu'elle vous a plu du coup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Look at your car and you're late to kiss me. What's up for